Bon, parfait, Mathieu. Ben, je sais qu'on n'est pas d'accord, mais sur ma part, je dis que ça va se régler. Je vais aller avec la quatrième ligne. Tu viens de me dire que tu n'étais pas d'accord avec Heller, donc dans le fond, ça serait correct pour Morin à gauche et White à droite. Dans le fond, le trio d'énergie du Canadien. Pas des toughs, excusez-moi l'anglicisme, mais quand même un trio d'énergie du côté du Canadien. Oui, ça prend un trio d'énergie. On a été habitué à Montréal de voir ça. On pense à Steve Bégin qui jouait sur un quatrième trio. Ouais. On pense chaque année, les Canadiens ont un trio d'énergie. Ça en prend un. Ryan White est là pour ça. Il peut laisser tomber les gants assez régulièrement. Il l'a démontré l'année passée qu'il était capable. Là, 2 ans, ça a été mieux pour lui et pour les points. On se souviendra que quand le Canadien avait été touché par beaucoup de blessures, il avait été très utile aux Canadiens. Il avait permis de rester dans les places pour le classement, pour les séries. Mais bon, je suis d'accord avec toi pour Travis Morin de pouvoir le mettre sur la quatrième ligne. Travis Morin n'est pas un marqueur, n'est pas un passeur. Il a raté beaucoup d'occasions l'année dernière, des filets ouverts. C'est un bagarreur, Mathieu. Excuse-moi, mais c'est un bagarreur. La question, veut-il encore se battre? Non. Travis Morin ne veut plus se battre. Il veut même pas plaquer, il veut même pas... Non, je ne sais pas. Son contrat, peut-être, je pense que son contrat, il n'achève pas cette année. Ben, peut-être cette année, mais je veux dire, ils l'ont pas signé cet été, donc en fond, peut-être qu'il n'y avait pas le choix de le garder, c'est ça? Ah, mais regarde, il est là, puis on fait avec ce qu'on a, mais Travis Morin reste quand même un bon attaquant qui peut marquer des buts surprenants, qui peut surprendre d'un bon lancer. Mais le Canadien n'est pas une équipe qui marque des buts. Alors, c'est ça. Si on met Morin avec un Gomez et avec un Giunta, ça peut pas fonctionner. C'est pour ça que l'arrivée de Cole cette année va tout changer aussi dans le travail de Morin qui est relayé sur un quatrième trio ou sur un troisième trio. Avec l'arrivée de Cole, ça rajoute un joueur qui a rien coûté pour le Canadien. Bon, on s'entend 4 ans, 18 millions. Mais. Leur dire, s'il te plaît, j'ai mal entendu, Mathieu. 4 ans, 18 millions, 4 ans, 18 millions. 18 millions, c'est un cher payé, mais bon, ça, on va s'en parler au cours de l'année. Let's go. OK, maintenant, Mathieu, je vais te parler des défenseurs à Montréal. On sait que les Canadiens sont forts pour repêcher un défenseur, donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup dans l'organisation, non seulement à Edmonton, mais aussi à Montréal. Donc, je vais aller avec la première paire des défenseurs, Mathieu. Je pense pas vraiment que tu vas argumenter ça. C'est Andrei Markov, qui revient de sa fameuse blessure, et Piquet Subban. D'accord à 100% avec toi. Tout ce que je peux rajouter, c'est qu'on espère que Markov peut jouer toute la saison. Du côté de Subban, on est presque sûr à 100% qu'il sera aussi dominant que l'année passée. C'est tout pour cette paire de défenseurs. Je suis d'accord avec toi. Oui, exactement. Markov, on sait que s'il est en santé, c'est moi je dirais un des 10 meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Puis le jeune Piquet Subban, même si je l'aime pas, je dirais pas tous les qualificatifs que j'ai contre lui. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'internautes qui aiment le Canadien. Et moi, j'étais un ancien partisan des Canadiens, mais je le suis encore un peu dans mon cœur. Mais tout ça pour dire que, dans le fond, Piquet Subban et Andrei Markov sont une excellente première paire de défenseurs. Maintenant, je vais enchaîner avec la deuxième paire, Mathieu. Moi, j'ai dit All Gill. Je sais que c'est pas nécessairement le troisième, quatrième, mais c'est pour aller avec Josh Georges. Parce qu'on sait que les deux ont fait une bonne paire dans les dernières années. Donc, qu'est-ce que tu penses de ces deux défenseurs-là, caractère défensif? On est content du retour de Georges. Un bon défenseur défensif. Je le rappelle avec Gill qui a su s'adapter à la vitesse du hockey d'aujourd'hui. Avec sa longue portée, il l'utilise souvent. Mais c'est sûr que Gill, je suis d'accord avec toi, mais Gill, on le garde avec Subban pour le désavantage numérique. L'année passée, ça a été parfait. On va le garder pour ça. Je parle en désavantage numérique. Mais pour la deuxième ligne, je suis de défenseur, je suis correct avec toi. Je suis correct avec ta décision. Moi, pour être honnête avec toi, c'est sûr que j'ai mis Gill puis Georges là, mais dans mon cœur, je ne mettrais pas Gill parce qu'on sait qu'il a signé quand même un assez gros contrat pour le joueur qui est. Puis dans le fond, ce que je me dis, c'est qu'il peut pas ralentir. Tu sais, je veux dire, c'est un grand défenseur rapide, mais il peut pas ralentir. Donc dans le fond, on sait ce qu'on va avoir de lui. Mais la seule raison pourquoi j'ai placé là, comme je t'ai dit, c'est à cause de Josh Georges. Les deux font une bonne paire, puis un bon désavantage numérique. Maintenant, troisième, je pense que tu as un peu d'argumentation là-dessus, surtout avec le surplus de défenseurs qu'on a à Montréal. Jaroslav Spacek, je peux pas me battre, si il fallait que je le dise. Là. Puis Yannick Weber, qu'est-ce que tu penses de ça? Je suis d'accord avec Yannick Weber, mais du côté de Jaroslav Spacek,
Je ne sais pas. L'année passée, il a démontré de la fatigue. Okay. Il a démontré qu'il était plus lent à réagir. Il a démontré, mais c'est justement l'année passée, les défenseurs ont été surutilisés, si je peux me permettre le terme, avec les blessures de Markov, avec le départ de Georgius qui devait être opéré. Mais cette année, je crois que le Canadien s'est préparé à la chose. Il pourrait avoir une blessure à Markov et on a quand même 3 défenseurs. Je vais te laisser les nommer. On a 3 défenseurs qui peuvent refaire l'alignement, selon moi. Voyons ce que ça va donner cette année. Tu parlais des 3 défenseurs, Mathieu. Je sais qu'il y en a plusieurs autres dans l'organisation, mais je vais te parler principalement des 3 principaux qui sont pas dans mes 6 premiers. On va commencer avec Wawrinka. Je sais pas si je le prononce assez bien, mais on va dire ça comme ça, Wawrinka. De toute façon, je devrais pas être le seul qui prononce mal. Il y a le jeune Diaz, le jeune Suisse, qui ont dit beaucoup de bons commentaires, notamment Bob Hartley qui dit qu'il serait prêt à jouer de Ligue nationale présentement. Mais je veux dire, avec l'alignement qu'on a en face de nous, il y a vraiment de la place, je penserais pas. Puis il y a aussi le Russe Yemelin, compatriote de Andrei Markov. Je sais pas ce que tu penses là-dessus, mais moi, je pense que lui qui est le plus prêt, proche de la Ligue nationale, c'est Yemelin, même si Wawrinka a déjà fait partie de l'organisation des Stars de Dallas. Du côté de Yemelin, il a participé avec Markov au championnat du monde avec l'équipe de la Russie. Oui. Selon moi, avec son contrat d'1 an, qui accepte de revenir dans la Ligue nationale après 2 saisons dans le KHL, selon moi, il va jouer. À quel endroit, je ne sais pas. Comme 7e défenseur, ça m'étonnerait. On va voir son talent durant les matchs hors concours parce que j'ai jamais vu ce joueur jouer. Juste des bons commentaires de lui comme étant un bon défenseur. Voyons voir ce que ça va donner. Du côté de Diaz, selon moi, ne percera pas l'alignement. Mais comme je vous ai dit, le Canadien s'attend peut-être à avoir des blessures du côté de Markov. Alors, on s'est préparé pour pas avoir à donner un 2e choix comme l'année dernière avec Wisniewski, un choix qui a été perdu, qu'on n'avait pas le choix d'aller chercher pour tenter de faire les séries, d'avancer. Donc, cette année, le Canadien va savoir préparer à toute éventualité pour la santé de Gill, que ce soit de Spacek ou de les performances de Weber ou Markov peut-être, hein, on ne sait pas s'il va être encore blessé. Et aussi Markov. On espère que Markov fasse toute la saison, mais on peut pas savoir. C'est un bon point, Mathieu. Mais moi, j'aurais peut-être une alternative qu'on pourrait faire avec Yemelin. J'ai placé Gill sur la 2e paire, mais moi, je dirais que Gill pourrait être un bon 7e défenseur. Je veux dire, je sais pas comment tu vois ça, mais on pourrait insérer de temps en temps Yemelin. Puis quand on a besoin d'un grand robuste, robuste. On s'entend qu'Orgis c'est pas plus robuste, mais quand même un gars de 6 pieds 7, au-dessus de 240 livres. On pourrait alterner entre ces 2 joueurs-là, parce qu'on sait qu'Orgil est rendu à quoi? 36, 35, 36, 37 ans environ, donc il rajeunit pas. Puis Yemelin pousse. Puis oublie pas, Mathieu, que Yemelin a dit que s'il commençait pas la saison à Montréal, il allait retourner en Russie. Donc là, c'est quoi? C'est qu'on dit, si tu joues un match sur 2, il va-tu rester? Dans le fond, ça va être sa décision à prendre, si notamment ce que Pierre Gauthier va lui dire où il va amorcer la saison, dans le fond. Selon moi, Yemelin devrait amorcer la saison. Un contrat d'1 an. Comme tu dis, il peut retourner en KHL. J'espère pour lui qu'il va jouer. J'espère de pouvoir le voir cette saison avec le Canadien. Selon moi, Gill ou bien Spacek pourrait être retiré de l'alignement. Spacek, ça reste un bon défenseur, mais comme je vous ai dit plus tôt, il a beaucoup ralenti. C'est plus le Spacek des Sables de Buffalo. Ouais. C'est plus le Spacek qu'on a pensé acquérir au début, mais on l'a surutilisé. Aussi, Weber est un jeune défenseur qui n'a pas joué une saison complète encore avec le Canadien. Alors, comment il va réagir? On sait qu'il a un bon lancer. Il peut jouer sur la 2e paire de défenseurs sur l'avantage numérique du Canadien. Utiliser son lancer. Bon, ça prend un passeur. Georgius est capable de la passer. Ou bien, moi, je vois encore... Yemelin, hein? Comme tu dis, Yemelin, pourquoi pas? Si Yemelin est dans la formation, on pourrait l'utiliser en avantage numérique. Selon moi, on n'a pas le choix de le mettre dans la formation pour pas le perdre, justement. Ouais, c'est ça. Un choix de première ronde en 2004. Il accepte de venir... je ne sais pas si à contre-cœur, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il a accepté de venir pour jouer pour le Canadien. Alors, si le joueur est de calibre, pourquoi pas l'utiliser? J'aurais peut-être une réponse, peut-être l'argent, parce qu'on sait que les Russes sont assez forts sur l'argent. Mais quoi qu'il y a en Russie, dans le fond, dans la KHL, il y a quand même des gros montants. Mais je veux dire,
ça, c'est une autre question qu'on pourrait aborder, Mathieu, dans nos prochaines émissions. Est-ce que les Russes sont là pour les bonnes raisons, je veux dire? T'sais, on l'a tout vu avec Kovalev et Kovalchuk, mais on sait que les Russes aiment beaucoup l'argent. Donc, est-ce que Yemlin est ici 1 an pour seulement l'argent, puis ensuite retourner en Russie? C'est quelque chose qu'on va voir. Et sur ça, Mathieu, ça va mettre fin à nos défenseurs. Là, Mathieu, on va enchaîner avec les gardiens de but. Je pense pas qu'on va s'obstiner trop longtemps. On sait que Price est numéro 1, puis la nouvelle acquisition du Canadien, Peter Budaj, qui va remplacer Alex Auld. Donc, moi, je te dirais qu'il va jouer entre 65 et 70 matchs. Donc, je sais pas ce que tu en penses. Là. Je suis d'accord avec toi à 100%. Peut-être un peu moins de travail que l'année dernière avec un Peter Budaj qui serait meilleur que Alex Auld. Qui n'a pas fait le travail vraiment l'année passée, mais on s'entend que jouer 10 matchs par année, c'est vraiment difficile pour un gardien de but, et qu'Alex Auld était là parce que Jacques Martin le connaissait bien, il savait qu'il n'allait pas discuter selon son temps de glace, il n'allait rien dire, et c'est peut-être pour cela qu'Ottawa a repris Alex Auld cette année, parce qu'ils le connaissent bien, ça peut faire un bon gardien de second violon, mais c'est sûr qu'à 10 matchs, je le répète, c'est vraiment difficile. C'est ça, dans le fond, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas Budaj qui va venir sauver le Canadien. Quoique, dans le fond, les 10-15 matchs peuvent être quand même importants, je veux dire. À la fin de la saison, on sait que les classements sont tout le temps serrés. Puis s'il peut aller chercher une victoire par-ci, une victoire par-là, contre des clubs, disons, plus faibles que ceux que Price va affronter, ben, ça serait, dans le fond, un boni pour le club des Canadiens de Montréal. Donc, sur ce, Mathieu, ben, je t'ai présenté mon alignement. J'ai vu qu'on avait une couple de différences sur dans le fond, les attaquants, dans le fond, tout, à part les gardiens de but. Donc, je ne sais pas si les internautes en ont aussi. Si vous en avez, mesdames et messieurs, juste seulement en dessous de la boîte de commentaires. Je sais qu'il va y avoir des personnes en désaccord, d'autres en accord. Mais bon, ça, c'est les Canadiens de Montréal. C'est pas le club All-Star, je veux dire. On fait ce qu'on a, comme Mathieu a dit auparavant. Puis, ça fait de bonnes saisons. On va pas vous dire nos prédictions tout de suite, on va garder ça pour une prochaine émission, mais tout en espérant que ça va bien aller pour le Canadien cette saison. Et sur ça, Mathieu, on va enchaîner avec... Oui, vas-y, une question. Oui. Juste pour terminer, le premier match hors concours du Canadien sera télévisé à RDS. Ça sera le 20 septembre, alors on espérera voir beaucoup de joueurs du Canadien, les nouveaux venus, les jeunes, Louis Leblanc, surtout s'il est prêt pour le retour de sa blessure. Oui, on verra si son épaule est en forme, comme tu dis. Donc, sur ça, Mathieu, je sais que tu voulais amener un autre sujet concernant les capitaines de la Ligue nationale. Je sais que récemment, il y a Ryan Callahan, qui a été nommé le 26e capitaine de l'histoire des Rangers de New York. Et dans le fond, le plus récent capitaine qui provient de New York, de la ville de New York, depuis Brian Leetch en 1997. Mais je sais que, comme tu me dis tantôt, hors d'onde, tu me dis qu'il y avait d'autres équipes aussi qui n'avaient pas de capitaine encore pour la saison. Il y a 6 équipes de la Ligue nationale qui n'ont toujours pas de capitaine. On parle de Colorado, les Islanders, les Devils, les Flyers, les Buffalo, les Panthers. Ces équipes-là n'ont pas de capitaine pour des raisons. Chacun a leur raison. On parle de Colorado que Adam Foote a pris sa retraite à la fin de la dernière saison. On parle des Islanders que Doug White s'est fait retirer le C de leur chandail durant l'été. Ça fait 2 ans qu'il est sur la touche ou qu'il ne joue pratiquement jamais. Du côté des Devils, on a échangé Jamie Lingenbrunner à Dallas. Alors, ça laisse le C vacant, encore une fois. Les Flyers ont échangé, on sait, une grosse échange avec Richard, qui était leur capitaine, et Carter aussi, qui est passé à Columbus.